Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Quelle chance de succès de la concertation appelée par le chef de l'État? La question est au centre de préoccupation de l'opinion au lendemain de la signature du pacte de solidarité d'engagement de l'opposition. Le cri de colère de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon, la NFPG revendique 3 saisons cumulées d'arriérés de salaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est le seul recours à la satisfaction de leurs revendications. Et puis, journée du braille, quel appui des États à ce jour à la communauté des malvoyants au lendemain de la célébration de la journée internationale du braille? Les déficients visuels attendent toujours des gouvernants des facilités d'accès au braille. Dans ce journal, nous serons en contact avec Coco Bertrand, administrateur de l'Union francophone des aveugles pour l'Afrique centrale, pour comprendre le niveau d'accès à cette technologie. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Nous débutons avec cette actualité. Les agences de transport terrestre se trouvent aujourd'hui débordées par l'affluence de voyageurs depuis l'éboulement du chemin de fer il y a quelques semaines. Faute de bus de transport limités, les vacanciers ont du mal à regagner leurs différentes localités. C'est un reportage signé de Jessica Andjoa. Les agences de voyage de Libreville sont bondées de monde tous ces derniers temps. Élèves, parents, tous cherchent à regagner leur province d'origine après les fêtes de fin d'année, Noël et Saint-Sylvestre. Bon, je suis venu juste pour passer les fêtes avec la famille. Et comme mon séjour est fini, je retourne maintenant à Kango, là où je travaille. Normalement, le voyage est prévu à 7 h. Mais là, je suis un peu en retard. Mais il y a 9 h et quelques. Depuis les 2 jours là, il manque de véhicules pour faire voyager les Gabonais chez eux, ceux qui sont venus passer les fêtes ici. Mais c'est dur. C'est dur, il n'y a pas de véhicules. La réservation des places est un véritable combat en ce moment où chacun cherche à se déplacer d'une province à une autre. Pire encore pour ceux quittant Libreville ou Franceville, bis repetita. En ce moment, les voies se passent bien. Jusqu'on a de l'affluence parce que les clients qui sortent de Franceville pour repartir ont des problèmes. Vu déjà le dérapage du train sur les rails de l'autre côté, on a prévu maintenant prendre des bus d'ici pour faire voyager les gens de Franceville. Donc c'est comme ça se passe depuis un certain bout de temps. Le problème c'est les clients, parce qu'il y a d'autres qui dorment même quand ils arrivent. Si vous avez réservé, exemple aujourd'hui, que vous arrivez demain, après 7 h, vous n'aurez plus de place, vous serez obligé de dormir parce que vraiment, il y a trop de l'affluence ici. On les reçoit, jusqu'aujourd'hui on les reçoit. Jusqu'aujourd'hui on les fait voyager encore. Malgré quelques retards, les moyens de locomotion et autres états de dégradation du réseau routier à certains endroits restent les principaux casse-têtes. Affaire Beyarsal, une réunion de mise au point s'est tenue avant-hier mercredi au siège du CAP. Le collectif du Congrès des agents publics et parapublics de l'État a massivement pris part à cette réunion. Objectif s'enquérir de l'avancement du dossier après le voyage de N'Djamena au Tchad. C'est un reportage de Jessica Andjoa. Du retour de N'Djamena au Tchad, le président du CAP, Emmanuel Vemba, et ses collaborateurs ont tenu à édifier, sinon informer le collectif des épargnants. Au siège du CAP, les cotisants ont suivi avec attention les informations véhiculées, histoire de faire le bilan du voyage. Le CAP s'est rendu pour la 5e mission à N'Djamena du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023. Cette mission avait pour vocation de compléter le dossier demandé par la Cour en termes de révision et respectivement de convoquer l'État gabonais et le Comité national économique et financier en intervention forcée, considérant que le CAP avait tenté vainement d'attraire le Gabon devant les tribunaux sans suite. 96 milliards de francs CFA en capitaux et 51 milliards de francs CFA en dommages et intérêts. Voici la dette de la COBAC, l'État gabonais et le Comité national économique et financier. Tous les partis en conflit sont attendus à la cour de N'Djamena au Tchad. Le CAP et son conseil estiment à juste titre que le délibéré rendu par la cour en faveur de la COBAC reste complaisant. C'est pourquoi la COBAC
l'État gabonais et le Comité national économique et financier, CNEF, sont attendus à la barre dans quelques jours pour le remboursement des capitaux s'élevant à 32 milliards de francs CFA pour chaque organe et 17 milliards de francs en dommages et intérêts, ce qui fait désormais un montant total de 96 milliards de francs CFA en capitaux et 51 milliards de francs CFA désormais en dommages et intérêts. Au cours de cette 5e mission à N'Djamena, il ressort ce qui suit. Le CAP et le bureau de Noé ayant constaté l'entrisme adopté par le comité stratégique comme option politique au sein du CAP et du bureau de Noé. Une option qui aurait entraîné malheureusement les dérives respectivement des avocats du Gabon et certains organes de presse nationaux ont décidé de l'exclusion des avocats du barreau du Gabon, de la dissolution du comité stratégique et l'exclusion des membres issus de ce comité. Le collectif de l'affaire Bersal se retrouvera donc dans les tout prochains jours à N'Djamena pour sa 6e mission. La suite de cette édition d'information, célébration mercredi de la journée mondiale du braille. Objectif, souligner l'importance de ce système d'écriture pour la réalisation des droits fondamentaux de personnes aveugles et malvoyantes. Des précisions dans ce reportage de Chimenino. La sensibilisation, l'essai, le recueil des impressions, l'histoire du braille sont entre autres les points qui ont ponctué la première partie de la célébration de la Journée internationale du braille par l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon ANAG. Cette 5e édition, dont le Gabon célèbre la première, est placée sous le thème « Le braille, instrument d'accessibilité et d'inclusivité dans la société ». Sans le braille, nous ne pouvons pas avoir l'accessibilité comme les autres. Nous ne pouvons pas être inclus comme les autres parce que c'est le braille qui nous permet d'écrire, de lire, d'aller à l'école, de travailler comme les autres. Donc c'est un outil qui nous permet d'avancer au même titre que tout le monde. Pascal Moulopo, formateur et membre de l'ANAG, a durant son intervention montré le fonctionnement des principaux outils du braille. Bien avant l'étape de l'écriture, il est important de maîtriser l'alphabet tactile qui comporte 40 lettres représentées sur écrit par des pointillés. Nous prenons d'abord la première lettre qui s'écrit le seul point en haut à droite parce qu'il faut retenir l'emplacement de la lettre parce que le A qui est en haut, gauche, il est seul. L'apprentissage de cette écriture reste le leitmotiv. En termes de perspective, nous proposons et nous pensons, comme vous l'avez dit, nous on a mis un programme d'initiation braille qui permet aux enfants, pas de leur apprendre le français, les mathématiques, mais d'avoir déjà des outils de base, c'est-à-dire l'alphabet et les chiffres. Le braille est essentiel en termes d'accès à l'éducation, de liberté d'expression et d'opinion, ainsi que l'inclusion sociale, comme le reflète l'article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Toujours dans le même registre, la célébration du braille a également été l'occasion de présenter le handicap dont souffrent les personnes malvoyantes, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile auquel Marie-Louise Bibunga, gabonaise, a décidé de se former. Chimenino. Élevée par une aveugle, Marie-Louise Dibunga, bénévole, a intégré l'ANAG en mai 2022, donc 8 mois déjà. Pour apporter sa pierre à l'édifice, Marie-Louise Dibunga a jugé utile de s'occuper des enfants handicapés de cette association. Voyante, cette dame est en pleine formation dans l'écriture du braille. Je suis en train d'apprendre le braille. Vous savez, je suis voyante, donc j'essaie de fournir des efforts à mon niveau et je suis formée par des aveugles. Donc l'apprentissage n'est pas pareil. Je pense que je vais plus vite qu'un malvoyant parce que, étant donné que j'arrive à déchiffrer les chiffres et les lettres, donc c'est pas un apprentissage facile quand même, hein, parce que le braille c'est 6 points, les 6 points sont identiques et avec les 6 points on fait
compositions des lettres ou des phrases. Par manque de structure éducative, Dibunga tente tant bien que mal à occuper les enfants par la pratique de certaines activités. J'ai remarqué qu'ils sont abandonnés, ils ne sont pas scolarisés. J'ai 6 enfants avec moi, dont l'âge varie de 6 à 16 ans. Donc parmi les 6, il n'y a que 2 qui sont scolarisés. Bon, il y a un petit de 6 ans et il y a une fille de 8 ans. J'essaye au niveau de la NAC d'introduire des petites activités comme le sport, la musique, des petits jeux. On se retrouve souvent une fois dans le mois. Les plus hautes autorités sont ainsi interpellées. Que Maman Sylvia et son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo, qui est notre président à nous tous, qu'il essaye de regarder ce problème-là et d'essayer d'accompagner les enfants malvoyants, parce que j'avoue que c'est pas facile. Une préoccupation qui sera certainement prise en compte par les hautes autorités au regard de la problématique soulevée. L'intégration sociale des déficients visuels constitue un réel problème dans les États en Afrique centrale et au Gabon en particulier. Quel mécanisme mis en place par les gouvernants pour faciliter l'épanouissement de cette catégorie de personnes? Pour en parler, nous avons joint Coco Bertin, administrateur de l'Union francophone des aveugles pour l'Afrique centrale. Alors, Coco Bertin, quels sont en dehors du braille les autres outils qui peuvent faciliter l'intégration d'un malvoyant? Au-delà de l'écriture braille, certains outils sont importants et je dirais même indispensables aujourd'hui pour l'épanouissement des personnes non-voyantes. Regardez par exemple un non-voyant qui n'a pas de canne blanche, c'est un peu comme quelqu'un qui marche dans la rue sans savoir exactement où il va, parce que la canne blanche va vous aider à détecter votre chemin. Donc la canne blanche est également un outil indispensable, n'est-ce pas, pour la personne non-voyante. Aujourd'hui, on utilise également des ordinateurs, des téléphones adaptés qui facilitent, n'est-ce pas, l'évolution, qui facilitent même des études pour les personnes non-voyantes. En gros, j'exhorte, n'est-ce pas, les États africains à prendre en compte la problématique des personnes handicapées, notamment des personnes déficientes visuelles, en faisant le nécessaire pour encourager leur formation, leur admission dans des écoles. Au Cameroun, on a créé pas mal d'écoles inclusives pour faciliter, n'est-ce pas, la scolarisation des personnes handicapées en général. Je pense qu'il serait souhaitable, n'est-ce pas, que ces écoles disposent des outils, parce que ce qui est mauvais, c'est que ces écoles existent, mais n'ont pas toujours les outils qu'il faut pour favoriser, n'est-ce pas, la scolarisation des enfants handicapés, notamment les enfants déficients visuels. Donc il faut faire des efforts dans ce sens. Il faut que les autres pays fassent des efforts pour prendre en compte la problématique, n'est-ce pas, de l'inclusion, de la scolarisation des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Alors, Coco Bertin, permettez-moi cette deuxième question. Quelles sont les actions de l'Union francophone des aveugles pour assister les États africains pour la facilitation de l'acquisition de la technologie liée au braille? Il serait bon que les États sachent que l'Union francophone des aveugles reste à leur entière disposition pour les accompagner et leur apporter une expertise en matière d'inclusion scolaire, de prise en charge des personnes handicapées. L'Union francophone dispose de l'expertise nécessaire et même de certaines facilités en ce qui concerne l'accès, n'est-ce pas, à l'équipement. Alors cette expérience fonctionne très bien au Cameroun, où nous disposons des écoles, notamment d'une école primaire bilingue inclusive, avec 364 enfants qui vont à l'école de manière inclusive, une école normale pour la formation des enseignants. Cette expérience a été également exportée au niveau du Congo-Brazzaville, où nous disposons maintenant une école primaire bilingue inclusive. Il est souhaitable que les autres pays de la sous-région emboîtent le pas, en sachant que l'Union francophone des aveugles est disposée à leur apporter un appui multiforme pour que l'éducation inclusive devienne une réalité dans tous les pays de la sous-région. Coco Bertin, merci. La suite de cette édition d'information en politique à présent. Cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président du Parti social-démocrate
Pierre Claver Maranga Moussavou. Un forum de presse a été organisé à cet effet au lendemain des fêtes de Nouvel An au siège du parti. Maya Medza a été sur place. Comme il est de tradition chaque année, la classe politique gabonaise présente ses vœux au peuple. Le Parti social-démocrate n'a pas échappé à la règle. Occasion pour les partisans de Pierre Claver Maranga Moussavou de saluer l'action politique de leur leader. Permettez-moi au nom du Bureau national de présenter les vœux renouvelés avec force au président du Parti social-démocrate Pierre Claver Maranga Moussavou, qui est pour nous, les militants engagés à ses côtés. Le président est pour nous un modèle exemplaire du fait de son engagement intarissable, du fait de sa persévérance, du fait de son conatus et du fait justement qu'il soit toujours debout. Le leader du PSD a profité de cette présentation de vœux pour inviter le peuple gabonais à la mobilisation pour accéder à l'alternance tant attendue. Nous avons convoqué nos amis de la presse pour que nous puissions leur souhaiter nos vœux également les meilleurs de bonheur, de santé et de prospérité. Au travers de notre presse dynamique, nous voudrions qu'elle soit notre relais en direction des populations pour dire aux populations gabonaises nos préoccupations et surtout souhaiter à leur endroit, à son endroit, à l'endroit de la population gabonaise, nos vœux également chaleureux de bonheur et de prospérité. Et le Parti social-démocrate, avec son président, prenne l'engagement d'être au service de la nation, au service du peuple gabonais. Si la provincialisation que nous préconisons est acceptée par tous et admise par tous pour le bonheur de tous. Au-delà de ces vœux, le Parti social-démocrate se mobilise en vue de mieux aborder les échéances politiques futures. Lors de ce forum de presse, le président du PSD est revenu sur les temps forts qui ont marqué l'actualité nationale et internationale, particulièrement sur le plan social. Il a déploré les conditions de vie de Gabonais. Retrouvons une fois de plus Maya Medza. Il y aura une deuxième séance juste après. La cérémonie de présentation des vœux du président du Parti social-démocrate a été une occasion pour celui-ci de jeter un regard froid sur l'actualité socio-politique du Gabon. Les élections présidentielles qui pointent à l'horizon vont permettre au peuple gabonais de mettre fin à une situation incongrue. Et le Parti social-démocrate, avec son président, prenne l'engagement d'être au service de la nation, au service du peuple gabonais. Pour le leader du PSD, le développement du Gabon est possible grâce à la matérialisation de la politique de la provincialisation. Pour être au plus près des populations, c'est cela qu'a exprimé le président du Parti social-démocrate candidat lorsqu'il a été sur l'ensemble du territoire exposer la provincialisation, les bienfaits de la provincialisation, les bienfaits de la déconcentration, les bienfaits de la décentralisation pour que chaque Gabonaise et chaque Gabonais se sentent participer au développement du pays. Le président Pierre Claver Maranga Moussavou, dans son allocution, a promis de mettre sur pied un revenu universel de solidarité de 25 000 francs CFA pour permettre à chaque Gabonais de bénéficier des ressources du Gabon au cas où il accède au pouvoir. Toujours en politique, l'opposition gabonaise a procédé mardi 3 janvier à la signature d'un pacte de solidarité et d'engagement de l'opposition, une approche qui obéit au souci d'aller en rang serré lors de prochaines joutes électorales. Alexandre Mbando nous en dit plus.
L'opposition gabonaise a procédé ce mardi à la signature d'un pacte de fidélité et d'engagement. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne du désir de celle-ci de voir le Gabon connaître l'alternance politique en 2023. Nous sommes réunis ici, partis de l'opposition, pour signer le pacte de confiance qui instaure une certaine confiance dans les partis politiques de l'opposition en vue de cerner l'environnement politique et surtout d'aller aux élections futures dans une espèce de cohésion. Une charte qui va être mise en musique grâce à une organisation particulière. Il y a 8 commissions thématiques, vous aurez l'occasion de les savoir. Il y a des commissions sur la transparence électorale, des commissions sur la sécurisation des votes, des commissions sur la communication. Il y en a 8, mais il y a une conférence de présidents qui est soutenue par une coordination technique générale qui mâche le travail de manière technique. Et cette conférence de présidents a un bureau. La présidente a été unanimement désignée comme Madame Paulette Missambo. Au cours de cette rencontre politique, il a été également question pour les partis de l'opposition de se prononcer sur la prochaine concertation politique. Pour ce faire, ils ont tenu à apporter un certain nombre de précisions. Il faut déjà préciser que nous ne sommes pas à notre première réunion. Nous sommes à la 3e réunion de ce regroupement des partis politiques de l'opposition. Et si le chef de l'État a bien entendu les messages qui se donnent ici et là sur un souci premier de la société gabonaise concernant la transparence électorale, nous y accédons. Et nous irons à cette rencontre qui n'est pas un dialogue à notre entendement. Ça va être une rencontre politique où nous allons mettre à plat le processus électoral et surtout les lois iniques qui ne protègent pas la sécurité du vote et la transparence électorale. Il faut dire que la présidence de cette plateforme de l'opposition est tournante et renouvelable 3 mois. La coalition de l'opposition gabonaise a répondu favorablement à l'appel à la concertation lancé par le chef de l'État gabonais lors de son discours à la nation, une opposition qui émet certaines conditions quant à sa participation à la table des négociations. Alexandre Mbaundo pour en parler. L'invitation à la concertation politique émise par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'a pas laissé insensibles les partis de l'opposition gabonaise. Si ces derniers ont accepté d'aller à la table de discussion, il n'en demeure pas moins qu'ils émettent des conditions. Donc, je ne suis pas pour un gouvernement d'union nationale, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le ministère de l'Intérieur, en dehors de chapeauter les inscriptions sur les listes électorales, ne s'occupe plus des élections. Donc on n'a pas besoin d'aller dans un gouvernement pour dire on va surveiller les élections, ça n'a plus de sens. Et une période de transition vraiment retarderait notre pays, parce que je vous dis, avec l'expérience, je crois que je suis l'un des rares à avoir été à la conférence nationale, aux accords de Paris, aux accords de Rambo, aux accords de Kanda, pour dire voilà les points qu'il faudrait améliorer tout de suite pour qu'il n'y ait plus de trituration des élections. Pour une certaine presse, aller à la prochaine concertation serait une perte de temps et d'argent. À cet effet, l'opposition gabonaise se veut rassurante. Croyons aussi fondamentalement que les gens changent, parce que les temps ne sont pas les mêmes, parce que l'humanité ne peut pas répéter les mêmes bêtises plusieurs fois. Il faut quand même vivre sous le sceau de la volonté de penser que nous évoluons et nous changeons. On peut assurer maintenant dans ce pays une transition démocratique, au lieu de partir sur des chemins qui sont tortueux, sinueux et dangereux. Nous pourrons, avec l'élite qu'il y a dans cette salle, assurer une transition démocratique apaisée. Il faut dire que le Gabon n'est pas à sa première concertation politique. En 1994, il y a eu les accords de Paris, en 2006, les accords d'Arambo et en 2017, les accords d'Angondje. Restons toujours en politique. L'opposition gabonaise a procédé mardi dernier à la signature du pacte de l'opposition pour les élections de 2023, une plateforme qui a pour objectif de créer des mécanismes pouvant permettre une réelle alternance lors de futures échéances politiques. Nous vous invitons à écouter Paulette Missambo au micro d'Alexandre Mbaundo. Le Gabon est possible compte tenu de ses énormes potentialités. Mesdames et messieurs,
Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que notre plateforme vise un seul but, augmenter les chances de succès de l'opposition rassemblée lors des prochains scrutins. Et surtout, agir ensemble avant, pendant et après les différentes élections, que nous voulons démocratiques, transparentes et crédibles. Son mandat est donc limité dans le temps. Par ailleurs, le scrutin était désormais à 2 tours dans notre pays. Chaque parti est libre de présenter des candidats et de nouer des alliances. Cependant, nous devons convenir dès maintenant qu'au 2e tour, tous les partis membres de cette plateforme soutiennent le candidat de l'opposition arrivé en tête au 1er tour. Nous avons choisi la démocratie. Nous devons continuer à nous battre en conscientisant nos compatriotes. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président gabonais Ali Bongo avait appelé à la table des négociations les partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, à cette concertation. N'est-ce pas là une concertation de trop? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre confrère Alexandre Mbaondo. Bonsoir. Bonsoir Jacques Lukassa. Alors Alexandre Mbaondo, en quoi cette concertation serait-elle différente des précédentes? Il faut d'abord souligner un fait majeur. Cette concertation n'est pas le propre d'Ali Bongo Ndimba. C'est toute la classe politique gabonaise qui a émis le souhait de se retrouver. Cette concertation a ceci de particulier, elle se tient en période préélectorale, alors qu'il y a un certain nombre de problèmes émis par que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Entendez par là la problématique du fichier électoral, le financement des partis et la sécurisation du vote. Donc cette concertation, cette rencontre politique, cette messe politique est une opportunité pour la classe politique gabonaise de débattre d'un certain nombre de problèmes pour que nous évitions les crises d'événements passés. Et vous pensez, Alexandre Bando, que cette concertation va-t-elle véritablement changer la donne politique au Gabon? C'est comme si vous me demandez, Jack, est-ce que ce n'est pas une concertation de trop? En démocratie, il n'y a jamais de concertation de trop. Démocratie rime avec consensus, démocratie rime avec compromis. Il ne faut pas oublier que ces rencontres ont fait du Gabon une exception. On parle de l'exception gabonaise parce que le Gabon, jusqu'à preuve du contraire, est un havre de paix. Au-delà de cet aspect, il y a également un fait fondamental. Ces rencontres nous ont permis de bénéficier d'un certain nombre d'institutions, à savoir l'actuelle haute autorité de la communication qui était le CNC, la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la démocratie. Ces instruments qui permettent effectivement à la démocratie gabonaise d'être vitale, je voulais dire, même s'il faut déplorer que la mise en application d'un certain nombre de décisions laisse parfois à désirer. Alors, la plateforme mise en place par la classe politique gabonaise serait-elle un moyen d'en faire finalement un fonds de commerce? C'est ce que nous observons pratiquement depuis 1990. Nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que le peuple gabonais a besoin d'une classe politique crédible, une classe politique qui prend à bras le corps ses besoins. Cette classe politique qui fait prévaloir l'intérêt suprême de la nation au détriment des intérêts particuliers. Au risque de me répéter, nous osons croire que la classe politique gabonaise va faire montre de hauteur d'esprit parce que beaucoup aujourd'hui se sont servis de cette plateforme-là pour se faire une place au soleil, ce que nous déplorons aujourd'hui. Alexandre Bando, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information Cap à l'intérieur du pays. À présent, la société Satom a lancé les travaux de réhabilitation des voiries à quelques semaines seulement de la compétition de la tropicale Amissa Bongo dans la ville d'Oyem. Des précisions dans ce reportage de Modeste Mbanzagoy sur les images de notre correspondant Curtis Nzé. Mise à l'épreuve, la société adjudicataire Sobea Satom, chargée de boucher les cratères qui envahissent les routes de la ville d'Oyem, a démarré l'enrobé de ces espaces. C'est le linéaire du tronçon routier urbain qui est retenu pour abriter le passage de la 6e édition de la tropicale Amissa Bongo, qui est concerné par ces travaux entamés depuis quelques jours, dont la date de livraison est fixée le 20 janvier prochain.
Il est utile de préciser que les dits travaux sont placés sous le contrôle technique de la Direction provinciale des travaux publics de la province du Wellington. Sur le chantier, un responsable qui s'est confié en offre a expliqué que, je cite, « Nous faisons le bouchage des cratères sur la route qui servira à la tropicale à Missa Bongo et ces travaux se poursuivront sur les tronçons Bitam-Oyem, Oyem-Inzik, Lalara. » Les populations qui s'attendaient à la suite du chantier de réfection de la totalité des voiries urbaines de la commune d'Oyem, comme l'avaient annoncé les autorités de cette localité, ont été agréablement déçues de savoir que c'était des travaux uniquement liés au passage de la Petite Reine. Malgré les difficultés de transport de l'enrobé de Libreville pour Oyem, les responsables comptent respecter les délais de livraison de ce chantier. En revanche, une source proche de la société Sobia Satom rassure que le chantier numéro 308 du reste des travaux des voiries est prévu redémarrer après le passage de la tropicale à Missa Bongo. Une phase des travaux qui consistera à poser des pavés sur des voies secondaires menant à des quartiers de la ville d'Oyem, soit un total linéaire de 5 km. Un mot de sport à présent pour refermer ce journal. L'association de footballeurs professionnels du Gabon, toujours vent debout, il revendique le non-paiement de la dette des saisons 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020. Des précisions dans cet élément d'Herman Malaga. Le sempiternel problème du règlement de la dette des footballeurs professionnels gabonais, remis à l'ordre du jour par ses acteurs. Un regroupement ce matin de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon afin de tirer une énième fois une sonnette d'alarme à l'endroit des autorités gabonaises. Nous sommes réunis ce matin, les footballeurs, afin d'interpeller Madame le Premier ministre par rapport à notre situation, c'est-à-dire le règlement de la dette des saisons 2016-2017 et 2017-2018. La description des difficultés dans lesquelles se retrouvent les passionnés du sport roi, qui pour plusieurs en ont fait une profession et étant des pères de famille, laisse pantois. Et malheureusement, nous avons perdu des frères qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde parce que justement la lenteur des procédures au niveau du ministère de tutelle fait en sorte que nous soyons dans une précarité qui ne dit pas son nom. Toutes les démarches à ce jour avec les parties prenantes ont été entamées, mais depuis lors, aucune réaction favorable de la tutelle. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, ANFPG, monte alors au créneau. Saisir le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, demeure leur seul espoir après 7 ans de démarches infructueuses auprès du ministère des Sports. On a eu entamé toutes les démarches, il y a eu toutes les conciliations avec toutes les parties prenantes, notamment la LINAF, le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football. Mais jusqu'à ce jour, le dossier piétine. Et donc nous avons décidé ce matin d'interpeller Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui je pense, est la personne habilitée à pouvoir mener les actions du chef de l'État. Et heureusement, nous avons eu quelques éléments qui, nous espérons, pourront nous faire sortir de cette situation. La dette des footballeurs, l'arrêt à nouveau du championnat national. Il faut dire que le football gabonais se porte mal. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.